Et c'est très important ce que nous allons discuter parce que c'est pour consultation. Et les grands changements à Montréal, les grands changements importants, l'aménagement important à Montréal, a toujours passé par la société civile. C'est-à-dire que Milton Park, La Montagne, McGill College, la rue McGill College, aussi les choses comme le secteur de Nancy Hampton. Qu'est-ce que c'est? C'est le... Oh, merci. Et puis, il y a le quartier international de Montréal, le quartier des spectacles. Toutes ces choses ont été poussées, et les consultations publiques eux-mêmes, étaient poussées par la société civile. Alors, maintenant, c'est très important de réaliser que ce qui arrive dans mon petit coin ici, ce qui arrive loin dans le courant nord, par exemple, affecte énormément ce qui arrive ici. Alors, il faut que la société civile comprenne ça, comprenne comment c'est névralgique de travailler ensemble. Alors, ce soir, nous allons essayer de vous présenter les actions qu'on prend en relation avec le comité métropolitain de Montréal, comité métropolitain, oui, de Montréal, CMM. Et c'est Dino Bomborou qui va être le maître de cérémonie. OK, parfait. Alors, voilà, Dino, est-ce que vous voulez venir? Merci, Mme Lambert. On est au CCA. Vous savez, le thème de ce soir, c'est C, la lettre C. On connaît le carbone, mais on va aller plus loin que les éléments de base. Et on est au CCA, qui compte au moins 2 C dans le centre et le Canada. Mais enfin, on n'est pas là pour discuter du Canada. La thématique que l'IPAM a choisie s'inscrit dans cette activité, ce programme de ABC 2.MTL qui a été développé ici au centre et pour lequel on a tenté d'associer à certaines des lettres cette espèce d'abécédaire de la cité. Certains sujets pertinents. On a choisi parmi la lettre, vous savez, la lettre C dans le dictionnaire est quand même assez garnie et ça a été un travail très important de choix, mais on a choisi C pour consultation. On aurait pu aussi choisir C pour citoyen. Cette notion de citoyenneté est aussi importante, mais on s'est dit, la notion de consultation est importante, notamment ces jours-ci où il y a énormément d'enjeux qui sont sur la place publique. Cette semaine, il y a plusieurs consultations de l'Office de consultation publique de Montréal, le Vieux-Montréal, le Collège Notre-Dame, le marché Saint-Jacques s'en vient, on a le rapport sur le PPU du quartier latin, ça foisonne, il y a presque une implosion de la capacité portante de notre société. On sent que 2013 est une année électorale. Et c'est comme ça. On répare l'asphalte à la fin de l'été et au printemps, on essaye de faire avancer des dossiers et c'est quand même un bon signe parce qu'il fut un temps, on se rappelle, avant l'arrivée de Jean Doré, par exemple, il y a presque en 1986, eh bien, des permis de démolition ont été émis rapidement. On doit peut-être se satisfaire de devoir faire face à un excès de consultation publique ces temps-ci par rapport à ce qui se passait par le passé. Quelques éléments de repère. Mme Lambert a parlé de l'importance de la société civile. Je vous donne 3 repères par rapport à ça. 1860, les pétitions vont amener la création du Parc du Mont-Royal. C'est le premier acte d'expansion territoriale de la Ville de Montréal. C'est un mouvement de citoyens qui a amené ça. En parallèle, à Québec, la même époque, c'est le gouverneur général qui va sauver les murailles de la ville. Il faut quand même voir un parallèle entre les deux. Il a fallu l'intervention du pouvoir supérieur du monarque pour sauver les éléments identificateurs de la vieille ville de Québec, alors qu'à Montréal, c'était des pétitions et des associations et des assemblées délibérantes qui amenaient ça, et c'est un héritage dont on peut être très fier. Dans les années 1960, le projet d'autoroute Est-Ouest qui devait traverser le Vieux-Montréal, être construit sur la rue de la Commune, a été contré grâce à des interventions
de personnes, les Van Ginkel en particulier, qui ont su intervenir auprès des puissances de la cité pour empêcher un projet qui avait tout simplement pas de bon sens. On leur doit une reconnaissance éternelle. Ce sont presque des personnes anonymes dans la société, mais leur geste est très puissant. Il y a 25 ans, cette année, Josh s'en rappellera, c'était la consultation sur la consultation. Ça s'est tenu au mois d'août 1988, mais au mois de mars, à peu près, il y a 25 ans, jour pour jour, aujourd'hui, on lançait la consultation sur l'arrondissement centre. Donc, une première consultation pour un plan d'urbanisme à Montréal, mais ce n'était qu'une émergence formelle d'un processus qui avait eu quelques repères. 1984, McGill College, ça a été mentionné, une consultation qui est initiée par le promoteur investisseur. 1985-86, les consultations du Vieux-Port de Montréal. 1987, la première consultation publique de la Ville de Montréal pour l'agrandissement du Musée des Beaux-Arts. Cette époque a été celle qui a planté le verger dont on défend et savoure aujourd'hui, parfois avec des pépins, les fruits. Alors, je voulais peut-être amener dans ces repères le transfert, une description du transfert de l'influence depuis les réseaux dans la société à la délibération publique avec un mécanisme crédible, intelligible, utile et indépendant. C'est des notions d'une formule peut-être à la montréalaise. Notre échange ce soir s'inscrit un peu là-dedans, mais on a une échéance très intéressante qui s'en vient. Le territoire, la carte qui est ici sur l'écran nous le rappelle. La semaine prochaine, dans une semaine, jour pour jour, le 28, débutera une agora métropolitaine. C'est un mécanisme nouveau. Est-ce qu'il va demeurer comme ça? On espère que l'idée d'un mécanisme à tous les 2 ans où la société civile de la région métropolitaine et les élus vont se réunir pour faire le point sur les progrès, eh bien, c'est la première fois que ça va se faire la semaine prochaine. Donc, tout le monde ici est invité, bien entendu, mais c'est le résultat d'un exercice qui a commencé avec, en 2010, une initiative de l'IPAM avec l'aide d'Héritage Montréal, de la CMM et d'autres partenaires, une agora citoyenne. On s'est rendu compte que c'est très difficile d'avoir une consultation publique si les gens ne connaissent pas le territoire. On parle beaucoup d'histoire, ce serait intéressant de parler de géographie et de l'espace. Et dans cette perspective, aussi de se rappeler que sur des choses formelles comme le plan métropolitain d'aménagement et de développement, c'est là-dessus que va se porter l'agora métropolitaine la semaine prochaine. Bien, il y a des obligations, des devoirs, ils sont encadrés par des lois et on va en parler tout de suite. Les interventions ce soir, 3 personnes pour ensuite ouvrir sur un échange, une discussion. Marie-Odile Trépanier, dans un premier temps, professeure honoraire de l'Université de Montréal, juriste et ancienne directrice de l'Institut d'urbanisme, va nous faire une présentation. Vous allez peut-être sentir que c'est un peu aride, mais c'est très important parce que les gens ont toujours tendance à être somptuaires. Vous savez, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la publication du manifeste du Parti communiste. Alors, on peut toujours faire des gestes spectaculaires avec ça, à la tribune, comme ça, mais des fois, c'est pas mauvais aussi de prendre le temps de comprendre les droits, les devoirs et les lacunes dans les obligations en matière de consultation. C'est la présentation de Marie-Odile qui s'en vient à l'instant. Suite à cela, Dimitri Rossopoulos, qui est le vice-président de l'IPAM, bien connu, va nous faire une intervention qui va amener une perspective sur les enjeux de consultation et de participation citoyenne. Dimitri est président du chantier de la démocratie. Hein? La démocratie, c'est comme bien des chantiers à Montréal. Ça dure longtemps, mais dans ce cas-là, c'est une bonne chose. Et ça a permis à produire notamment la Charte montréalaise des droits et responsabilités. Et suite à cela, Nancy Limpton, un autre chantier. Encore là, on est heureux qu'il dure longtemps. Ce n'est pas un chantier ni de poule, il n'y a pas de cône orange là, ce ne sont que des feux verts. Eh bien, c'est le chantier de l'économie sociale. Nancy qui a développé énormément de travail dans le Sud-Ouest, un quartier qui gagne à être observé, à être vécu juste en bas ici, enfin c'est pas en bas, c'est même presque plus haut, mais c'est une présentation sur la place de la consultation et de la concertation dans le processus de développement. Puis on a tendance à croire que le développement n'est fait que par les acteurs de l'investissement privé.
Or, il y a une diversité de modèles de développement et Montréal a fait un peu un modèle à partager. Alors, suite à ça, on va avoir un échange. Alors, peut-être je peux inviter Marie-Odile à venir nous présenter ses obligations, pas les siennes, les nôtres, et les obligations des lois qui s'appliquent en matière de consultation. Et après ça, on se retrouvera tous dans ces magnifiques fauteuils qui aujourd'hui font un peu office d'éléments pour une pièce d'IONESCO, mais ça va être très actif bientôt. Marie-Odile, merci. Bonjour, merci. Alors, heureusement, on commence. Vous êtes encore éveillés. J'espère que je ne vous endormirai pas trop vite. Voilà. Donc, on m'a demandé de vous parler des règles qui encadrent la consultation. Mais 10 minutes, c'est trop court. Donc, j'ai mis l'accent sur certains éléments dans la perspective du suivi du plan métropolitain d'aménagement et de développement, en prenant un petit peu de hauteur à l'échelle régionale. Et donc, ça va m'amener à parler plus des schémas d'aménagement. Parce que c'est ça qui est en train de se dérouler en ce moment et c'est un des points d'interrogation qu'on a en matière de consultation des citoyens. Alors, on a la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Pendant longtemps, à Montréal, on n'était pas préoccupé par cette loi-là parce qu'on avait notre propre charte. Mais maintenant, on est soumis à cette loi et on a en plus notre charte. Donc, on est des fois un peu schizophrène. On a à tenir compte de plusieurs lois en même temps. Alors, le modèle de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, ce que des fois Dino appelle des veillées de consultation, c'est des assemblées publiques présidées par le maire. Et quand il y a un plan ou un projet ou un règlement, le maire va expliquer dans la même soirée, il va expliquer le projet et dans la même soirée, il va entendre les commentaires des citoyens. Alors, inutile de dire que les citoyens doivent pédaler pas mal vite pour être capables de comprendre puis préparer leurs opinions, analyser les documents et tout. Donc, c'est assez ramassé. Mais il faut comprendre l'historique un peu, le recul, prendre un peu de recul par rapport à ça. Cette loi-là date de 79. Avant 79, il n'y avait pas de consultation publique. La seule chose qu'il y avait, et qui est un relent historique, mais qui est en même temps, c'est un anachronisme, mais c'est en même temps un thème à la mode encore aujourd'hui, on avait le référendum. Quand il y avait un changement de règlement d'urbanisme ou de zonage, il fallait, et c'était obligatoire, consulter les propriétaires et il fallait que ce soit approuvé par les propriétaires. Il n'y avait pas d'assemblée, il y avait juste un vote. Et la discussion au moment des années 70, c'était, bien écoutez, ça prend une assemblée, il faut que les gens puissent comprendre, il faut qu'on puisse en discuter. Donc, la loi de 79 était une amélioration, mais aujourd'hui, on la trouve insuffisante. Alors, c'est un peu la situation. Si on prend la planification, parce que c'est un petit peu ma mission, si vous vous rappelez un certain nombre d'éléments. Donc, si on pense en termes d'échelon ou d'échelle de planification, vous avez le premier plan à l'échelle de la grande région métropolitaine, c'est le plan métropolitain d'aménagement et de développement, mais au-dessus de ce plan, il y a les orientations du gouvernement, qui ne sont pas des prescriptions rigides, mais qui sont quand même définies préalablement et qui doivent être prises au sérieux et être
absorbés par l'exercice du plan d'aménagement et de développement métropolitain. À côté de ça, vous avez les CRI, les conférences régionales des élus, qui font, elles, des plans quinquennaux de développement. Mais ça, ce n'est pas de l'aménagement, c'est plus du développement économique. Et le lien entre le plan métropolitain d'aménagement et de développement et les plans quinquennaux, on parle ici de mécanismes d'harmonisation. Donc, c'est un lien qui est assez ténu. Alors que si on descend un cran plus bas, à l'échelle des municipalités régionales de comté, les schémas d'aménagement et de développement, ils portent sur, en gros, les mêmes objets que le plan métropolitain, mais avec plus de détails. Et là, le lien est plus serré, c'est un lien de conformité, c'est obligatoire. Et le schéma d'aménagement, nous, les Montréalais, on oublie ça des fois, mais le schéma d'aménagement comporte des éléments prescriptifs, des éléments réglementaires, ce qu'on appelle le document complémentaire. Et quand on parle, par exemple, des zones inondables, des milieux humides, des bois à préserver, c'est à travers le schéma d'aménagement qu'habituellement on fait ça. À Montréal, on a un schéma d'aménagement qui date des années 80, de 86, qui a été à peine modifié, qui remonte à la communauté urbaine de Montréal, qui occupait toute l'île de Montréal. Alors, notre schéma d'aménagement, il est très vieux. Et on a un plan d'urbanisme, mais le plan d'urbanisme, d'après la loi d'urbanisme, il est un cran plus bas. Lui, il encadre la réglementation, mais il n'est pas articulé avec un schéma d'aménagement, parce qu'on a un trop vieux schéma d'aménagement, puis il n'est pas non plus articulé avec le plan métropolitain. Il faut faire cet exercice-là. Alors, on a actuellement un exercice qui s'appelle le plan de développement de Montréal. Et le plan de développement de Montréal, il est prescrit par la loi. La Charte de la Ville de Montréal dit que Montréal doit avoir un plan de développement du territoire, mais il ne fait pas partie de la chaîne de l'aménagement et du développement. Ça veut dire ça qui n'est pas contraignant. Ça veut dire qu'il n'y a pas de lien de conformité entre le plan de développement de Montréal et les schémas d'aménagement par en haut, puis le plan d'urbanisme par en bas. Le plan de développement de Montréal, c'est comme une vision stratégique, c'est des grandes orientations qui devraient introduire de la cohérence entre les politiques municipales, mais ce n'est pas un document réglementaire. Le document réglementaire, ça va être le règlement d'urbanisme qui, lui, va être lié au plan d'urbanisme. Alors, le plan d'urbanisme, on verra. Donc, dans la loi sur l'aménagement, je vais vous parler maintenant de la consultation sur le schéma d'aménagement, juste pour reprendre le même modèle que je présentais tout à l'heure. Donc, il y a une MRC qui a un projet de schéma. La variante par rapport au modèle que je présentais tout à l'heure, c'est que pour faire la consultation, il y a une commission formée d'élus qui sont membres du conseil de la MRC et qui sont choisis par le conseil de la MRC, et ils vont expliquer, dans une seule soirée, expliquer le projet et entendre les personnes intéressées. Donc, tout ça se fait toujours la même soirée. Dans le cas de la CMM, quand elle a adopté son plan métropolitain, elle était obligée, elle, de faire une assemblée dans chacun des 5 secteurs. Je vais les montrer tout à l'heure, les 5 secteurs géographiques. En fait, je peux les montrer. C'est maintenant que je dois les montrer. Donc, vous avez la Couronne Nord, c'est un secteur, Laval, c'est un autre secteur, Montréal, un autre secteur, toute la Couronne Sud, et Longueuil, c'est un des 5 secteurs. Le reste de la Couronne Sud, c'est l'autre secteur. Donc, dans le cas du plan métropolitain, on avait au moins 5 assemblées. La question de l'information est également importante parce qu'elle est assez légère. Donc, la loi dit qu'il faut un avis dans un journal, il faut un résumé
publier un résumé, soit dans un journal, soit distribué de porte à porte. Là, on est au niveau du schéma d'aménagement. Et le schéma lui-même, le projet de schéma et le résumé sont disponibles au bureau de la MRC ou de la municipalité. C'est ce que la loi prescrit. Évidemment, la loi date de 1979, il n'y avait pas de site web à l'époque, il n'y avait pas d'ordinateur personnel, donc ce n'est pas dans la loi encore. Il y a aussi une particularité par rapport au schéma d'aménagement, c'est que le schéma d'aménagement doit être accompagné d'un document qui précise quelles ont été les modalités de consultation et même les conclusions de la consultation. Et là, je cite la loi, y compris les motifs d'accord et le cas échéant de désaccord exprimés par les personnes et les organismes consultés. Donc, il y a une espèce de petit rapport qui doit accompagner la version finale du schéma et qui doit faire état des opinions exprimées. Donc, en principe, on devrait le savoir. Mais je ne suis pas sûre que les municipalités comprennent toujours ça. Il y a des gens qui me disent, quand il y a des veillées de consultation, des fois, le maire qui présente un projet oublie de demander aux gens ce qu'ils en pensent. Mais bon, ça arrive. Et le schéma final, quand il va être adopté, c'est écrit avec ou sans changement, mais ça ne dit pas plus que ça de quelle manière les élus doivent prendre en considération les conclusions de la consultation. Donc, les élus ne sont pas obligés de dire comment ils se situent par rapport aux opinions exprimées par les citoyens, en quoi ils ont intégré ou non les opinions. Donc, on a un certain nombre de questions. Est-ce que les citoyens sont suffisamment informés? Est-ce que les moyens de les rejoindre à l'heure actuelle dans la loi sont suffisants? Est-ce que les citoyens ont le temps de se préparer, d'analyser les projets, de préparer des mémoires écrits? Ça veut dire qu'il faut qu'ils soient déplacés, qu'ils soient allés consulter le document au bureau de la municipalité et qu'ils aient étudié ça. Puis des fois, ils n'ont pas beaucoup de temps pour le faire. Bon, est-ce que l'Assemblée est assez ouverte? Est-ce qu'il y a un bilan? Est-ce qu'il y a une analyse des opinions exprimées? Est-ce qu'il y a des recommandations qui sont faites? Comment le conseil municipal réagit-il aux résultats de la consultation publique? Est-ce qu'il explique ses choix? En fait, j'ai un peu donné les réponses. La plupart de ces questions amènent des réponses négatives. Alors, je ne reviendrai pas sur le référendum, je pense que je n'ai pas le temps. Juste pour dire qu'à Montréal, on a quand même une autre approche, et c'est l'OCPM. Bon, je ne reviendrai pas j'entrerai pas dans le détail de l'OCPM, juste pour dire que l'OCPM, il s'occupe des projets en vertu de l'article 89, donc un mécanisme d'analyse de projet, mais il va aussi faire des consultations publiques concernant le plan d'urbanisme, que ce soit la révision du plan d'urbanisme ou les modifications du plan d'urbanisme, sauf quand c'est des modifications qui concernent juste un arrondissement en particulier. Donc, à Montréal, sur le plan d'urbanisme, on ne suit pas le mode de fonctionnement de la loi d'urbanisme. Ce n'est pas juste des petites assemblées, des veillées de consultation, c'est plus large. Donc, l'approche inspirée par le BAP, avec des commissaires experts, impartiaux, neutres, des audiences en 2 étapes. Donc, c'est vraiment ce modèle de devoir séparer la période d'information, la période d'expression d'opinion, la documentation qui est disponible sur le web et le rapport de la commission de l'Office qui fait non seulement la synthèse, mais aussi des recommandations à partir des opinions exprimées. Donc, on peut dire que le modèle de l'OCPM, c'est aujourd'hui un peu
le modèle le plus avancé, disons. J'ose pas dire le modèle idéal, mais le modèle le plus avancé, et c'est plus avancé que ce qu'on a avec la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Au point où, dans la prise de décision en urbanisme, qui est l'espèce de document qui explique comment fonctionne la loi d'urbanisme, on a défini de façon beaucoup plus ambitieuse des objectifs de consultation en s'inspirant d'expériences comme celle de l'OCPM. Donc, améliorer la crédibilité, la transparence de la consultation, et là on parle de l'accès à la documentation, on parle de davantage de délai, de temps pour s'approprier l'information, on parle des 2 périodes distinctes, information, expression des opinions, on parle de rapport consistant, et on parle aussi et ça c'est peut-être la lacune qu'on a dans notre système à Montréal avec le CPM, c'est qu'on n'a pas d'obligation de réponse de la part des élus et on n'a pas non plus d'obligation de suivi. Alors des fois c'est difficile de savoir qu'est-ce qu'ils ont finalement adopté au conseil municipal. Quel est le projet final? Quel est le règlement final? Parce que souvent, ils font beaucoup de publicité sur le projet pour essayer de nous convaincre que c'est bon. Mais après ça, quand ils ont pris une décision, là, ils font moins de publicité. Et on le voit pousser avec étonnement. Voilà. Merci. Merci, Marie-Odile. J'inviterai tout le monde, là, des présentateurs, y compris notre secrétaire rapporteur, là, Michel Guerrier-Py, qui se sentait peut-être oublié, mais c'était pour mieux le présenter. Je cherchais une excuse pour sortir. Charmant, ça. Et venez donc vous installer sur les sièges, monsieur Guerrier-Py. On va poursuivre avec Dimitri qui s'installe. Tout le monde s'installe. Chacun sa place. Alors, Dimitri, vice-président de l'IPAM. Bonsoir à tout le monde. Merci pour être revenu. Écoutez, moi, je vais être assez court parce que je veux qu'on rentre en dialogue sur ce sujet-là. Je viens de dire que je vais être assez courte parce que, étant donné la nature du sujet, j'aimerais qu'on rentre en dialogue au sujet de la consultation. Mais je vais dire quelque chose, quelques points que je vais soulever. D'abord, une région urbanisée n'est pas une ville. Une ville comprend des citoyens, citoyennes, non seulement conscients de leurs droits, mais aussi conscients de leurs responsabilités. Et en conséquence, actifs dans la vie publique. Ça constitue une ville. Et impliqués dans la vie publique de leur arrondissement, dans le cas de Montréal, et dans la ville dans son ensemble. Et la consultation, c'est un terme, mais on peut fondamentalement parler de la démocratie, qui a plusieurs aspects. D'abord, il y a le vote pendant les élections. Et ce soir, on parle principalement aussi de la consultation publique. Mais il y a aussi la participation. Et la participation décisionnelle, c'est-à-dire quel est l'impact. On peut parler facilement de la consultation publique en disant il y a des occasions où on peut exprimer notre opinion verbalement ou par des mémoires,
Mais ça, il faut faire une distinction entre ça et de participer dans le processus décisionnel comme tel, d'avoir une espèce de partenariat avec les élus. Parce que, vous savez, la société civile a beaucoup de sagesse, beaucoup d'expérience. Et pourquoi... Et ce n'est pas tous les élus qui ont la même compétence, franchement. Hein? On peut être un peu honnête ici ce soir. Donc, pourquoi pas un partenariat entre citoyens, citoyennes et les élus dans le processus décisionnel. Je vous rappelle quelque chose que je suis sûr que tout le monde dans cette salle est au courant. En 1966, il y avait 30% de l'électorat qui a voté. Mais qui était cet électorat? C'était les propriétaires. Seulement. Et c'est seulement en 1970 que tous les citoyennes et citoyennes de Montréal, pour la première fois dans l'histoire de cette ville, on avait le droit de vote. Imaginez, 1970. Donc, l'histoire de la démocratie à Montréal est très courte. Et notre expérience est non seulement courte, mais aussi fragile. Et pendant cette élection-là, il y avait un mouvement, un parti politique, le FRAPP, qui était pour moi le parti politique le plus intéressant dans l'histoire de Montréal, un parti vraiment démocratique, vraiment raciné dans les quartiers. Et le taux de vote pendant cette élection-là était 53,2%. Ça, c'est aussi intéressant. Et c'était aussi, je vous rappelle, dans un climat de terrorisme. Je ne parle pas de le FLQ. On était là, bien sûr. Mais je parle d'un climat, je vous rappelle que la ville de Montréal était occupée par l'armée canadienne, les tanks et les soldats dans tous les coins. Et malgré ça, les gens, on a eu le courage d'aller sortir, de voter avec ce chiffre-là. Et depuis ce temps-là, il fallait attendre jusqu'à 1986 pour qu'un autre parti prenne le pouvoir. Et on a finalement balayé dans la poubelle d'histoire le régime Drapeau et tous les coquerelles autour de cette formation qu'il a présidée. Et l'RCM a pris le pouvoir. Et l'RCM était le premier parti qui a introduit la période de questions devant tous les conseils de la ville. C'était le premier parti politique qui a mis sur place le bureau de consultation publique, le premier dans l'histoire de Montréal, et j'en passe. Mais juste pour revenir à mon thématique que la démocratie est toujours fragile, après 8 ans de le RCM au pouvoir, la droite a repris le pouvoir sur l'illustre Pierre Bourque. Et on est rentré dans une autre période noire depuis 8 années, où la consultation publique était abolie. Il n'y avait pas de consultation publique. Et lui, il voulait, avec sa gang, même empêcher les citoyens et citoyennes de participer dans les discussions. Et je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il faut se rappeler toujours de cette histoire. Et c'est seulement en 2001, avec les élections, l'automne de 2001, qu'il y avait un autre parti politique qui a pris le pouvoir, cette fois-ci avec Gérald Tremblay comme maire, qui a organisé dans les premiers 100 jours de son assermentation comme maire de Montréal, le Sommet de Montréal. Un grand exercice de consultation publique qui engageait l'intérêt et la participation de entre 3 000 à 3 500 personnes, comme vous et moi. Et
pendant cet événement-là, il y avait des engagements et d'intérêts extraordinaires sur différents volets, environnement, démocratie, développement économique, etc., etc. Et un des consensus les plus importants qui sortait de cet exercice-là était que pour donner une espèce de vision, une espèce de cadre de référence à la nouvelle ville, il fallait absolument avoir une approche qui doit intégrer le plan de développement économique de cette nouvelle ville, le plan de développement durable de cette nouvelle ville, le plan de transport de cette nouvelle ville, et d'autres plans semblables, c'est-à-dire rapidement, un plan global doit être mis à l'avance pour donner une espèce de vision globale pour l'avenir de cette nouvelle ville. Ce n'était pas fait. Au contraire, il y avait différents chantiers, 19 après le sommet, et chaque chantier a pris sa propre route, et il y avait plusieurs plans qui ont été adoptés sans être intégrés un face à l'autre. Une grande erreur. Mais je dois dire, on peut célébrer la société civile de Montréal, mais une des erreurs de la société civile était qu'on n'était pas suffisamment vigilante pour intervenir avec beaucoup de force pour insister que dès le début, de 2002-2003, une approche intégrée doit être mise à l'avance. Et maintenant, en 2010, 2011, 2012, 2013, on a un plan, soi-disant plan, qui a été mis à l'avance, qui s'appelle Demain Montréal, qui est franchement un scandale. Et nous, à IPAM, on a exigé, on a insisté avec le maire Tremblay, avec Applebaum et toute cette gang-là, de absolument insister que cette discussion-là doit être soumise à l'Office de consultation publique pour une discussion at large, si on veut une telle approche. Alors, tout ça pour vous dire que la consultation publique à Montréal est un exercice là. On a beaucoup avancé, mais on vit dans un système plein de contradictions. Ça prend une vigilance extraordinaire, ça prend des chiens gardes très, très, très présents dans tout ça, et on ne peut jamais, jamais, jamais prendre la démocratie qui existe à Montréal, que je répète, est plein de contradictions. On ne peut jamais prendre cette démocratie pour acquis. Et je vais terminer en disant que le principe de la consultation publique se trouve dans ce document qui s'appelle la Charte des droits et responsabilités, qui est aussi une réalisation extraordinaire, un document extraordinaire. Et c'est encore plus extraordinaire parce que ça m'a pris 2 ans d'assurer que c'est enchâssé dans la Constitution de la Ville de Montréal, c'est-à-dire dans la Constitution de la Ville de Montréal. Donc, c'est très, très difficile pour une prochaine administration de mettre cette charte de droits et responsabilités dans la poubelle. Parce que vous savez, dans l'histoire, on avance puis on recule. Mais dans ce cas-ci, ça va être extrêmement difficile de reculer face à nos droits et responsabilités. Et le principe de la consultation publique est dans ce document-là. Alors, c'est une espèce de garantie qu'on a fait quelque chose de très concret. Alors, je vous remercie de votre attention. Merci. Merci, Dimitri. D'ailleurs, tu remarqueras, je pense que tu as été aussi intéressant d'amener le mot C pour charte. Et en anglais, covenant. Nancy, peux-tu nous apporter une perspective qui n'est pas celle des processus, des règles, mais c'est
une espèce des forces qui s'animent, qui sont de nouveaux types. Ton expérience dans les quartiers, dans Montréal et maintenant à l'échelle nationale, et on en parlait tantôt presque planétaire. La consultation, c'est une contrainte ou une capacité? Oui, alors, merci, Dino. Je vais effectivement, on m'a dit de parler des perspectives sur la place de la consultation, la concertation et les processus de développement. Alors, je vais le faire, puis je vais être un peu peut-être provocatrice, mais dis-nous, c'est un peu, je joue ton rôle aujourd'hui, dans le sens de poser les questions sur les limites de la consultation et avec quoi on va, qu'est-ce que ça prend de plus, dans d'autres mots, et de regarder un peu aussi en termes du chemin parcouru. Moi, j'écoutais l'histoire, Dino en a parlé un peu, on a parlé du passé, Dimitri aussi. Moi, je veux juste vous dire, moi, j'ai commencé à travailler dans le sud-ouest de Montréal, à Pointe-Saint-Charles, ça va faire presque 30 ans. Et on avait un quartier qui était très, très, très magané. Je pense que c'était le quartier le plus pauvre du Canada à l'époque. Et il y avait, comme d'autres l'ont dit, il n'y avait pas de consultation publique, il n'y avait pas de schéma d'aménagement, il n'y avait pas de plan d'urbanisme, il n'y avait rien. Alors, c'est peut-être ce qui s'est passé là qui a un peu influencé ce que j'ai fait depuis 30 ans parce que on s'est rendu compte qu'effectivement, et les gens du quartier se sentaient très menacés par tout ce qui voyait les usines fermées, tout ce qui pouvait arriver. Et on a découvert même qu'il y avait des entreprises qui allaient être fermées parce qu'à l'époque, le président du comité exécutif, Yvon Lemare, façon qu'il planifiait, là, il s'allait dans une petite camionnette avec les fonctionnaires, puis il se promenait, il dit « ça, c'est laid, il faut fermer ça. Ça, j'aime pas ça. » Et c'était en perte d'arbitraire, là, c'était quelque chose. Alors, on a pris, nous, on était dans les organismes communautaires du coin, puis on a dit, mais s'il n'y a pas de plan d'aménagement, on va faire un nous-mêmes. Alors, dans le fond, le premier plan d'aménagement du sud-ouest de Montréal, c'est nous autres qui l'avons fait. On n'était pas des urbanistes, mais on était des gens de travailler dans... Et ça s'appelait, si je me rappelle bien, Pointe-Saint-Charles, un quartier à développer, une population à respecter. Alors, on était assez précurseurs. Et je pense que c'est un peu... Et ce qu'on a découvert en faisant ça en même temps, c'est que le gros enjeu pour le Sud-Ouest, c'était que les usines fermaient. Et là, la question, c'est qu'est-ce qu'on allait faire avec les usines? Et évidemment, il y a des gens qui regardaient ça. On était à 10 minutes du centre-ville. Et bon, les condos, c'était ce qui nous pendait devant nous. Et évidemment, les gens, ils se sentaient très menacés. Alors, on s'est rendu compte que juste faire des plans d'aménagement, des plans d'urbanisme, s'ils n'étaient pas intimement liés à des stratégies de développement économique et des visions de développement économique, qu'on avait très peu de moyens pour pouvoir contrer des tendances lourdes. Et il ne faut pas oublier qu'à cette époque-là, c'était le début du Reaganisme, du Thatcherisme, où ce qu'on nous disait que de toute façon, l'enjeu, c'est de créer la richesse. Et la richesse, il will trickle down, il va descendre. Et nous, on se voyait à 10 minutes du centre-ville, puis où il y avait quand même la richesse, mais pourtant, il n'y a rien qui descendait à Pointe-Saint-Charles. Et c'est intéressant parce que quand on dit, si on veut regarder le progrès, bon, l'OCDE, l'année dernière, ils ont sorti, ou il y a 2 ans maintenant, un rapport qui montrait clairement que ce n'est pas vrai, que cette théorie-là qui dit que si on crée la richesse, ça va finir par avoir des retombées positives pour toute la société, c'est que depuis 30 ans, avec cette théorie-là, il y a énormément de création de richesse et pourtant les écarts entre les riches et les pauvres ont grandi, autant entre pays, entre régions, et au Canada, c'est aussi vrai qu'ailleurs. Un peu moins vrai au Québec à cause des politiques sociales, mais quand même. Alors, c'est sûr que l'enjeu je dis ça parce qu'après ça, dans notre logique, et je vais revenir sur mes commentaires sur le sujet de la soirée, c'est de dire on s'était rendu compte qu'on ne pouvait pas juste faire notre propre plan d'aménagement, même si on aurait pu convaincre Yvon Lemare de l'accepter, mais c'était Jean Doré s'en venait, fait qu'on dit bon. Parce qu'il fallait aussi s'occuper des enjeux économiques d'une façon très claire. Il y avait vraiment des choix. Alors, pour faire ça,
il fallait avoir l'ensemble des acteurs autour de la table parce que si on voulait parler de développement économique, c'est bien beau, mais il fallait donc avoir les propriétaires d'entreprises, il fallait avoir des gens qui représentaient les travailleurs, il fallait travailler avec différents paliers du gouvernement. Alors, on a amorcé le processus de concertation au niveau local. On a créé la première corporation de développement économique communautaire dans le Sud-Ouest. On a mis du monde autour de la table, on a regardé quelles étaient nos forces, etc. Au début, on avait embauché un économiste, hein, parce qu'on a dit on veut faire du développement économique au bénéfice de la population. Et lui, bon, fraîchement sorti de l'Université de Montréal avec sa maîtrise en économie, il brossait des chiffres, il regardait ça, puis il est revenu, puis il dit mais écoutez, vous pouvez débarrasser de la pauvreté, c'est assez simple. Vous transformez toutes les usines en condos, puis les pauvres, ils ne pourront plus vivre ici, ça va être trop cher, ils vont partir et vous allez débarrasser de la pauvreté. Alors, évidemment, on l'a congédié, ce monsieur, qui est devenu un commissaire industriel à Laval. Et on a développé une stratégie, puis on a travaillé avec les gens autour de ce qui est devenu la concertation. Et ça aussi, c'est un changement de culture à l'époque. Non seulement on n'avait pas de consultation, mais encore moins la concertation, s'asseoir entre les organismes sociaux, les syndicats, les grandes entreprises, les PME, les institutions financières, les différents paliers de gouvernement. C'était une petite révolution, mais qui était due. Et là, on a commencé à voir les bienfaits aussi de cette concertation-là, qui avait un impact d'ailleurs sur l'aménagement, et je peux donner quelques exemples. On avait fait un plan de développement du Sud-Ouest qui tenait compte évidemment des enjeux d'aménagement, de zonage, etc., mais aussi d'infrastructure, de planification, de stratégie d'employabilité, d'intégration des personnes en situation d'exclusion. Et un des gros problèmes, on avait à la pointe, il y a beaucoup de monde de mon âge et même plus vieux qui se rappellent le tunnel Wellington. Hein? Alors, vous vous rappelez, on disait, bien, on a un potentiel énorme, on est à 10 minutes du centre-ville. Mais pour se rendre à la pointe, il fallait passer par le tunnel. Et je peux vous dire, les gens avaient peur. Et quand il pleuvait, mais tu ne passais pas. Alors, on avait convaincu, on avait revendiqué des gouvernements, et le fédéral notamment, de construire un pont plutôt qu'un tunnel ou de remplacer le tunnel. Mais ça traînait, donc on a mobilisé. Mais à cause de la concertation, on avait le milieu des affaires avec nous. Ce n'était pas juste les organismes communautaires. Et on a même, je me rappellerai toujours qu'avec l'Association des gens d'affaires du Sud-Ouest et les milieux sociaux les plus radicaux, on a fait une manifestation avec une pépine, avec le président de notre conseil d'administration dans l'appel de la pépine en disant si le fédéral ne prend pas ses responsabilités en charge, ça va être le milieu qui va commencer à creuser pour se débarrasser de ce tunnel Wellington et faire désenclaver le Pointe-Saint-Charles. Donc, ça montrait que, tu sais, ou un autre exemple, je me rappelle des gens de l'École des technologies supérieures qui sont venus nous voir parce qu'ils étaient intéressés à s'installer là où ils sont maintenant, mais il y avait la politique qui jouait au sein du Conseil des ministres, et il y avait Lise Bacon qui voulait amener l'ETS à Laval, puis un autre qui voulait à Longueuil, mais c'était une infrastructure qui était importante pour le développement de la ville. Alors, avec une mobilisation citoyenne, une concertation, etc., l'ETS s'est installé et on sait comment ça a aidé à redévelopper ce territoire-là. Mais je dirais, dans tous ces cas-là, ce que ça fait, c'est créer aussi des liens pour que quand les nouveaux projets se développaient ou à fur et à mesure qu'on développait, on tenait compte, évidemment, des préoccupations des citoyens, on tenait compte des besoins des entrepreneurs, des institutions, mais on trouvait des façons de faire en sorte que tout le monde sortait gagnant de ce genre de concertation-là. Mais il n'en demeure pas moins, et encore je parle du point de vue des citoyens, souvent des citoyens marginalisés ou qui n'avaient pas beaucoup de moyens financiers, c'est qu'au bout de la ligne, veut pas, quand ça brassait les vraies affaires et que les vraies décisions se prenaient, c'était avec ceux qui détenaient les outils économiques, l'argent, etc. C'est-à-dire que quand on arrive à la consultation, c'était souvent une fois que le projet était développé, une fois que bon, les grands de ce monde avaient décidé ce qu'ils voulaient faire, puis là, ils venaient voir si on pouvait être d'accord ou pas d'accord avec ça. Et ça nous a amené, et ça m'a amené personnellement à arriver à ce que Dean nous faisait référence, à dire, bon, il va falloir qu'on trouve une façon que l'action citoyenne dépasse l'action politique, en tout cas, et c'est pas pour dire que c'est pas important, c'est essentiel, c'est le fondement. L'action politique de consultation, de réagir, de dire oui, on est d'accord, de faire nos suggestions,
qui doit dépasser aussi la concertation où ce qu'on peut se mettre autour de la table et tenter de négocier un espace pour devenir des acteurs économiques, pour devenir carrément, de développer cette économie citoyenne où ce sont des citoyens dans les organisations collectives qui agissent, qui développent et qui deviennent des acteurs économiques reconnus. Et c'est un peu ce qu'on fait et ce que je fais et ce qui se fait un peu partout sur la planète présentement, c'est cette volonté, ce mouvement citoyen qui amène l'action citoyenne au-delà de la politique, au-delà du social, de se définir comme des acteurs économiques au cœur de l'économie. Bon, c'est sûr qu'on ne peut pas dire qu'on découvre ça maintenant. Il y a beaucoup de choses aussi qui se sont construites à Montréal dans les dernières années pour faire ça. Et je peux encore donner quelques exemples. Je me rappelle dans les mesures de relance, par exemple, du sud-ouest de Montréal, il y a le Paul Martin, qui était le député du coin puis qui avait quand même pas mal d'influence dans le gouvernement à l'époque, qui avait créé un programme pour essayer d'attirer l'industrie manufacturière légère dans le sud-ouest pour remplacer beaucoup d'usines qui ont fermé. Et c'était un programme de subvention aux entreprises. Et il avait fait la même chose dans l'Est. Et ce qui arrivait, c'est que les entreprises arrivaient, il fallait qu'ils restent là pour 2 ans. Ils prenaient la subvention. Au bout de 2 ans, ils partaient. Alors, on a dit à Paul Martin, à l'époque, on a dit, regarde, plutôt que de donner l'argent aux entreprises, donnez-le, on va investir. Si ça marche, tant mieux. On va prendre les rendements, on va le réinvestir dans la communauté. Ça ne marche pas, mais ce n'est pas pire que vos subventions qui durent pour que les entreprises viennent pour 2 ans puis partent après. Et donc, c'était le début de ce qu'on appelle maintenant tous ces fonds locaux qui sont entre les mains des organisations collectives pour devenir des acteurs économiques. Il y a le Fonds d'investissement Montréal que Mme Lambert a créé avec l'argent privé qui permettait aussi de développer et retaper beaucoup de logements et les rendre accessibles à la population. Il y a des expériences comme Angus qui étaient redéveloppées aussi avec une participation citoyenne. Et on voit de plus en plus des projets, des corporations de développement économique communautaire, des concertations des acteurs locaux qui de plus en plus réussissent à se définir et s'implanter comme des acteurs économiques autour de la table. C'est sûr que ça dérange des gens. Bon, je pense que, en tout cas, je ne sais pas ce qui va arriver dans le contexte présentement, mais il y a eu une forte pression dans les dernières années par la Chambre de commerce de Montréal, puis quelques acteurs qui trouvaient qu'il y avait trop de monde impliqué dans le développement économique à Montréal. Trop de structures. Et évidemment, qu'est-ce qu'ils allaient éliminer? C'était toutes les organisations citoyennes qui agissaient et qui agissent encore au niveau local. Heureusement, politiquement, pour l'instant, cette menace a été repoussée, mais ça reste encore cette vision que ce sont des grands de ce monde qui doivent s'occuper du développement économique. On peut avoir des petites consultations, bien sûr, mais les vraies affaires, ils vont se passer ailleurs. Donc, il y a toujours cet enjeu qui est important. Mais je pense que, et on commence aussi dans les politiques de la ville, par exemple, la politique d'inclusion en habitation est intéressante parce qu'on a donné un objectif d'inclure du logement communautaire dans les grands projets d'habitation privée. De plus en plus, cette façon de faire, il s'implante comme culture de développement à Montréal, mais une des raisons que ça marche, c'est parce qu'il y a des programmes soutenus par le gouvernement, puis il y a des fonds qui sont là. Donc, si on veut inclure le logement social dans ces projets-là, mais l'argent est là pour le faire. La discussion maintenant avec la Ville de Montréal, c'est de voir est-ce qu'il y a moyen de prendre cette politique d'inclusion en habitation et de faire une politique d'inclusion dans les grands projets économiques et de nature économique. Est-ce qu'on peut amener la participation citoyenne un pas de plus pour faire en sorte que en amont des grands projets économiques, l'inclusion des citoyens à travers leurs organisations collectives, à travers d'autres formes d'entreprises, puissent également faire en sorte que les citoyens et la démocratie économique se rajoutent à cette volonté, à cette grande nécessité de démocratie politique. Mais pour faire ça, et je vais finir avec ça, dis-nous, ça prend un autre C. Et ça, c'est le cash, ou j'allais dire capital, mais en tout cas, on peut dire capital. Et donc, évidemment, heureusement, il y a de plus en plus des choses, et ce n'est pas le sujet de la discussion, qui nous porte à penser qu'éventuellement, on va pouvoir régler ce problème-là. Mais donc, je dirais en conclusion que pour moi, l'enjeu pour avoir vu dans ma vie et
partir d'une situation où il y avait zéro consultation, zéro aménagement, à dire que maintenant, on est rendu à une étape que non seulement on doit consolider la consultation publique dans toutes ses formes et l'améliorer, non seulement on doit consolider la concertation avec l'ensemble des acteurs dans le développement de Montréal, mais là, il faut que les citoyens deviennent des acteurs économiques et on va rajouter un C. Je pense que c'est extrêmement important. Merci. Merci. 3 présentations, 3 points de vue complémentaires, lettre C. Hein? Il y a une certaine concorde aussi. Mais première chose qui me semble intéressante, c'est de voir, on parle de... L'objectif, c'est la consultation publique. Donc, c'est un exercice. On l'a vu, c'est un exercice qui peut être formalisé, qui a peut-être un besoin d'être formalisé pour durer dans le temps. C'est pour ça qu'il est inscrit dans la loi. La loi est sur le point de changer. Il y a une occasion pour nous de prendre toutes ces discussions, peut-être de les investir dans une meilleure formule pour les prochaines 30 ou 40 ans. Si les lois changent aux 30 ans, bon, ben, ce serait bien qu'on parte sur une bonne vie. Mais en même temps, il y a énormément de nouvelles dimensions. On n'est plus juste dans un processus de consultation publique pour examiner des projets à la pièce. La notion de planification est plus large, mais elle a aussi plein d'enjeux qui demandent une conscience un peu plus large. Comment est-ce qu'on arrive à ça? Je pense qu'il y a, entre les présentations de Marie-Odile, les rappels de la notion de démocratie, puis la première, une forme de consultation qui s'appelle la période de questions au conseil municipal, là, ça n'a pas l'air tellement... c'est pas rocket science, mais ça a été un progrès immense. Quand on se rend compte qu'il y a 25 ans, un progrès immense, ça a été d'avoir une période de questions au conseil. Il faut le faire. Bon, on est peut-être dû pour autre chose de mieux que ça. Mais la différence entre les projets, les programmes, les politiques, comment est-ce qu'on place ça là-dedans? C'est peut-être un élément qui mériterait qu'on l'examine. La semaine prochaine, l'Agora métropolitaine porte sur un exercice de planification sur une région dont peu de gens ont conscience. Parce qu'on a beaucoup renforcé, pour de bonnes raisons, le local, l'échelle d'interface avec l'administration municipale, mais la métropole, qui a une identité propre et, comme disait Gérard Baudel, un destin commun incontournable. On ne peut pas s'en tirer sans être métropolitain. Comment est-ce qu'on regarde ça? Est-ce que vous avez quelques observations? Michel. Micro. Tu as rapporté, tu m'avais demandé d'être rapporteur. Oui, c'est au milieu, mais tu peux aussi être un démarreur de la discussion. Ben, démarreur, moi, je prendrais appui sur les présentations pour dire, je pense qu'on a eu des présentations très différentes qui touchent des aspects fondamentaux. Des présentations qui touchent des aspects fondamentaux, mais des présentations qui sont quand même assez complémentaires, mais assez éloignées. Donc, je vais essayer de prendre appui sur ça pour revenir à ce qui, pour moi, constitue les défis auxquels la participation publique est confrontée actuellement. Premier point, ce ne sera pas cash, mais ça va être capacité de suivre. C'est-à-dire que je suis frappé, Dino a parlé des arbres du verger dont nous mangeons les fruits aujourd'hui en faisant référence aux grands cas de consultation publique dans les années 80. Nous y étions et ce dont je me souviens, c'était des happenings. C'est-à-dire on se retrouvait à ces consultations publiques, à peu près tous ceux qui savaient ce que voulait dire aménagement, des représentants de tous les groupes communautaires. Donc, il y avait vraiment une mobilisation de la société civile autour de ces cas-là. Ce soir, discussion très importante, mais pendant que nous sommes ici, il y a une présentation très intéressante à Urba 2015. Hier soir, il y avait des consultations de l'OCPM sur le Vieux-Montréal, il y avait des consultations, des discussions sur le futur pont Champlain. Là où je veux en venir, c'est qu'il y a une prolifération tous azimuts de consultations. Et là, on peut se demander, est-ce que la société civile a la capacité de suivre, d'apporter son input? Autrement dit, trop, ça peut devenir dangereux au point où les décideurs pourront toujours dire, nous avons tenu des consultations, mais vous n'y étiez pas. Alors, il y a une question qui se pose, à mon avis, actuellement. Est-ce qu'on doit continuer dans cette lancée?
Donc, multiplier les consultations tous azimuts sur une multiplicité d'objets, ou bien si on ne devrait pas recentrer puis revenir sur des consultations, sur des enjeux qui sont vraiment fondamentaux ou qui pourraient avoir une valeur exemplaire en matière d'aménagement. Donc, Dimitri a parlé de vigilance. Alors, vigilance, mais vigilance, pour être vigilant, il faut être capable d'être là. Deuxième point que je voulais soulever, puis qui rejoint peut-être un point que Marie-Odile a abordé, c'est la qualité de l'information. Qualité de l'information, puis elle a fait référence au modèle du BAP, c'est-à-dire que l'OCPM est calqué un peu sur les audiences publiques qui étaient tenues sous l'égide du BAP, et aussi on a retrouvé des personnes qui avaient œuvré dans le BAP à la tête des consultations publiques à Montréal. Mais il y a un point important qui est dans le modèle du BAP qui est souvent omis, c'est que les consultations du BAP, elles prennent place autour de dossiers qui comprennent des études d'impact sur l'environnement. Études d'impact sur l'environnement, ça veut dire une analyse systématique des effets qui seraient occasionnés par un projet donné. Et on en avait une discussion en attendant la présentation de ce soir. On se dit, par exemple, il y a des consultations publiques sur le règlement sur les hauteurs à Montréal. Règlement sur les hauteurs, il y a des documents, on parle de hauteur, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça prend des gens drôlement familiers avec tout ce jargon-là pour être capable de visualiser, de projeter. Donc, avons-nous les analyses des effets des règlements que nous discutons? Avons-nous, par exemple, l'analyse de l'effet cumulatif de tous les projets qu'on projette de réaliser dans l'arrondissement Ville-Marie? Alors, ce sont des enjeux considérables. Alors, il y a des dossiers dans les consultations qui sont menées par l'OCPM, mais c'est des dossiers qui sont fragmentaires, qui sont tributaires de ce qui est élaboré par les services de planification de la Ville de Montréal. Alors, est-ce que les services génèrent ces visions? Est-ce qu'ils produisent ces analyses? On peut se poser des questions, en tout cas dans les consultations que j'ai vues, c'est très inégal. Et aussi, on parle de consultation, donc avons-nous l'information? Avons-nous le temps pour nous approprier l'information? Et aussi, quel type de consultation avons-nous? Avons-nous des consultations pour réagir sur cette information-là? Ou avons-nous des consultations qui nous permettent de nous approprier ça, mais aussi de produire en concertation des visions? Alors, il me semble qu'il y a un défi à ça. Un troisième défi que je vois, puis je vais faire le lien à une planche qu'a projetée Marie-Odile, c'est les différents échelons de planification dans la région de Montréal, avec des dispositifs de consultation à chacun de ces paliers, puis avec un mot qui apparaît, puis des flèches, c'est marqué conformité. Donc, en principe, et dans l'esprit du législateur, il y a une conformité des paliers inférieurs à ce qui a été discuté au palier supérieur. Il y a une cohérence d'ensemble qui doit émerger de ça. Mais comme l'a dit Dimitri, est-ce qu'on a les documents qui étaient censés être à l'amont des discussions qui prennent place? Est-ce qu'on a un schéma d'ensemble sur lequel vont pouvoir prendre appui les différentes discussions dans les arrondissements, les différentes consultations sur les programmes particuliers d'urbanisme? L'exemple le plus tragique de ça, le premier PPU qui a été discuté dans la foulée du plan d'urbanisme qui constituait quand même une certaine vision d'ensemble, c'était celui sur Griffintown. Griffintown, le projet de Devemco. Le projet était en contradiction flagrante avec beaucoup d'objectifs du plan d'urbanisme. Alors donc, cette question de cohérence, cette question de multiplicité des échelles, cette question de présence des documents d'amont pour qu'on puisse, en aval, être cohérent, elle est pas évidente. Puis peut-être donc un dernier point, c'est la question des dispositifs. Donc, Marie-Odile a parlé des dispositifs LAU au CPM, mais dispositifs qui peuvent se prêter à des discussions sur certains objets, qui peuvent se prêter à des discussions à certaines échelles, mais ça dépend, on peut leur faire dire ce qu'on souhaite leur faire dire aussi. Puis l'exemple que je donnerai pour conclure, c'est le PMAD versus Griffintown. Alors, le PMAD est
selon tous les critères de ceux qui suivent ça un peu, jusqu'à maintenant, c'est une consultation tout à fait réussie. Ça a été constructif. On a fait une analyse de contenu des mémoires qui ont été déposées. Puis tout le monde est élogieux sur la qualité de la consultation qui est menée. Par contre, si on contraste avec ce qui s'est dit dans Griffintown 1, je dis Griffintown 1 parce qu'il y a un deuxième Griffintown dernièrement pour l'élaboration d'un PPU, puis qui est une consultation d'amont, c'est-à-dire sur des orientations, mais non pas sur un projet concret. Et la Griffintown 1, une grande partie du débat a porté sur la critique de la tribune qui était utilisée. Autrement dit, la tribune, qui était la même que celle prévue à la LAU, a été fortement critiquée parce qu'elle n'était pas du tout adaptée à l'objet qui était là. Donc, dispositif, oui, mais quels sont les objets, quelles sont les échelles? Je pense qu'il y a une réflexion à mener sur ça. Mais je dirais, en terminant, je dirais le défi principal pour moi, c'est vraiment notre capacité en tant que société à suivre les consultations qu'il y a, les multiples consultations qu'il y a actuellement. Suivre et peut-être, on parle de concertation, tu disais aussi, peut-être à précéder. Oui. Parce que oui, effectivement. vous lisez votre journal, là, puis il y a combien d'avis publics sur des séances qui s'en viennent? C'est le conseil d'agglomération, le conseil d'arrondissement, le conseil de... Puis, ce que je voulais dire, c'est cette idée de suivre, une illustration de ça, c'est la densité d'avis publics, de convocation à des exercices. Et ce n'est pas pour dire qu'il faut éliminer ça, il faut être extrêmement prudent en observant ça, en faisant un commentaire, parce que ça peut être facilement utilisé pour liquider tout ça. On sait qu'on a perdu le BCM sous prétexte, apparemment, le Bureau de consultation de Montréal, que certaines des séances de consultation portaient sur des sujets de balcons qui dépassaient sur le trottoir. Alors avec ça, on peut facilement développer un discours pour détruire ces mécanismes-là. Moi, je me demandais s'il n'y avait pas un autre, tu parlais de cohérence, c'est un mot important, mais il y a aussi une notion de confiance dans le système. Et quand on parle de projet à l'échelle urbaine, l'échelle de temps est un élément qui nous interpelle aussi. Puis le travail que tu as mentionné, Nancy, c'est des choses qui s'étalent sur plusieurs années. Et est-ce que dans la société, on est prêt à faire confiance au système? Par exemple, et ça va être un élément important, j'ai l'impression. La consultation publique qui travaille sur des éléments en amont, des visions, est-ce qu'elle va susciter une conscience 5 years down the road? Est-ce que les citoyens vont se rappeler qu'il y a eu une consultation, un exercice transparent et vont quand même faire confiance au système? C'est une question que je vous pose. Qu'est-ce que vous en pensez? Dimitri? Dimitri? Non, il est de marbre. Mais peut-être Nancy. Moi, ce que je dirais par rapport à ça, c'est là où est-ce que l'enjeu d'avoir des organisations citoyennes, tout l'enjeu de la concertation, etc. Parce que si c'est le citoyen face à l'État ou la municipalité ou la métropole, c'est clair que pas comme individu, tu ne peux pas avoir cette capacité, ni ce mémoire, cette vision d'ensemble. Et l'importance des organisations collectives, de citoyens, pour moi, tu sais, on sait, il y a des différentes visions de la politique, mais pour moi, c'est ça qui va faire la différence, qui a la mémoire, c'est cette vision à long terme qui vient d'une force collective organisée le plus proche possible des citoyens. Et c'est pas pour rien que la Chambre de commerce aimerait bien que toutes les organisations locales disparaissent parce que supposément c'est pas efficace. Mais efficace en quel sens, là? Donc, pour moi, la seule solution, c'est par les organisations citoyennes et pas par juste l'action citoyenne. La démocratie, on le dit toujours, il ne peut pas juste une démocratie avec l'individu face à l'État. Il y a toutes sortes de couches. Moi, j'ajouterais quelques éléments durs dans cette discussion. Parce que dans mon expérience, la société civile ou les mouvements sociaux ou les organisations
tu fais allusion, Nancy, et qu'on connaît tous, on manque beaucoup de choses, à part du cash. On manque une cohérence politique, une concertation politique basée sur comment transformer une ville et ses arrondissements dans une certaine direction. On manque une perspective socio-politique et économique. Et on manque aussi la capacité d'entreprendre des projets de recherche qui peuvent nourrir la capacité d'intervenir sur la place publique. Okay? Moi, je sais qu'il y a beaucoup d'exemples que je peux citer où on rentre dans une assemblée ou une consultation publique ou dans une assemblée politique et on pilote, on essaye de faire notre mieux avec notre capacité de prendre le micro et vraiment de faire peur le pouvoir. Mais il faut reconnaître une simple réalité, que nous, les citoyens, citoyennes et la société civile, on n'a pas beaucoup de pouvoir et on n'a pas beaucoup de capacité d'obliger le pouvoir de prendre certaines décisions. Et pour des raisons que je viens de citer. Et ça, c'est pour moi une autre partie de la question de capacité, parce que je connais tellement des organisations qui travaillent chacun dans son coin. Okay? Je vais te donner un exemple. J'ai fait allusion à ce document, ce plan qui a été mis à l'avance par la Ville de Montréal, qui s'appelle Demain Montréal. Okay? Demain Montréal est supposément un plan, une vision pour le développement économique de la ville, pour le développement social de la ville, culturel de la ville. Okay? It's a crock. Mais on n'a pas la capacité de faire deux choses. On n'a pas la capacité de rallier un nombre de mouvements, d'organisations suffisamment large et d'entreprendre un débat public pour dire c'est pas ça qu'on veut, mais on veut telle chose, telle chose, telle chose, et d'appuyer tout ça avec la recherche nécessaire pour appuyer nos arguments. On n'a pas cette capacité-là. Donc on est faible face au pouvoir. Il faut reconnaître ça. Alors Michel a raison en mettant son doigt sur une faiblesse. Et on doit être honnête ici ce soir et de ne pas dire des choses qui nous font confort, mais qui ne sont pas suffisamment réelles. Oui. Oui, ça va. Effectivement, moi je pense que peut-être pour renforcer ce point-là, si on regarde aux États-Unis, les groupes environnementalistes ont eu une action très efficace. Pourquoi? Parce qu'ils étaient capables de faire le lien entre ce que les promoteurs ou les décideurs avaient dit dans un dossier précédent et les mettre en contradiction. Ils ont été capables de forcer une cohérence. Et donc, effectivement, se pose la question de la capacité citoyenne. Donc, j'ai beaucoup aimé cette idée d'organisation citoyenne plutôt qu'action citoyenne, parce que ça ne peut pas se limiter à des interventions ponctuelles. Mais d'après moi, face à la consultation publique, la société citoyenne devrait se poser des questions d'ordre stratégique. Dans quel panier est-ce que je vais mettre mes œufs, parce que je n'ai pas une quantité infinie d'œufs à investir ou de temps à mettre à contribution. C'est un peu le choix des batailles, là. Un peu. Puis moi, je pense parce que je trouve qu'au niveau local, au niveau des arrondissements, par exemple à Montréal, il y a beaucoup de choses qui ont progressé, mais c'est vrai que le défi, c'est qui disait le nouveau territoire qui est la métropole. Et ça, la question d'avoir une vision cohérente citoyenne de la métropole est un défi incroyable quand on regarde l'ampleur de ce que ça représente. Et je pense que c'est là où et pourtant, on sait comment c'est important. Alors, je suis d'accord moi, je pense qu'il ne faut pas dire qu'il n'y a rien qui se fait,
Et il faut aussi voir que ce n'est pas juste une question de recherche et d'experts, parce que si c'est juste un débat d'experts, je vais donner un exemple. Moi, quand j'ai commencé dans le Sud-Ouest, l'arrivée des artistes était perçue comme une menace. Et puis là, les gens, que des artistes voulaient venir s'installer, là, c'était vraiment les gens, ils avaient peur de ça. Et ben là, ça fait quand même quelques années, mais là, tout le monde est là, puis Montréal Métropole culturelle, puis là, on veut des ateliers d'artistes, puis dans le fond, on se compétitionne presque entre arrondissements pour attirer le plus d'activités culturelles, etc. On parle des quartiers culturels. Bon, les experts nous le disaient à l'époque, mais avant que les gens réalisent, il y a un processus d'apprentissage aussi. Au niveau d'une échelle d'arrondissement, il y a beaucoup de choses. Bon, je prends le cas du canal de la Chine. Le canal de la Chine, c'était le facteur de division dans le Sud-Ouest. Les gens jetaient les vieilles voitures, vous le savez, c'était pollué, c'était venu. Et là, à un moment donné, on a dit, oui, mais peut-être si on le voyait comme un atout, puis qu'on le voyait comme un unificateur, mais on change complètement notre vision des choses, mais c'est des choses qui prennent du temps. Mais quand on arrive au niveau de la métropole, je dois avouer que comment tu développes cette identification, cette cohérence-là. Tu sais, on a progressé de Pointe-Saint-Henri à Sud-Ouest, puis dans d'autres arrondissements, c'est la même chose. Mais la métropole, ça, je n'ai pas la solution. Time. Mais, enfin, c'est un élément, c'est des conditions, tout ça. Enfin, les gens participent à des processus parce qu'il y a un sentiment d'appartenance peut-être à l'enjeu. Quelles sont les échelles d'enjeu? La consultation sur le plan métropolitain, Michel l'a rappelé, si on analyse, beaucoup de gens ont trouvé ça formidable. Il y a eu 350, 400 mémoires qui ont été présentées pour un sujet auquel les élus étaient a priori prêts à n'avoir que des veillées de la LAU. Ils s'attendaient à faire passer ça, comme d'habitude, avec aucune discussion. Les élus ont eux-mêmes passé à travers un processus pédagogique pour apprendre la métropole, autrement qu'à travers les négociations entre maires, puis entre présidents, préfets de la MRC ou je ne sais pas quoi. Le PMAD, la consultation, était assez remarquable. Une année avant, il y avait eu l'Agora citoyenne qui avait commencé à brasser les éléments. Il y a peut-être une chimie à faire. Je me pose la question, est-ce qu'on pourrait, et peut-être c'est à Marie-Odile de nous apporter certains éclairages, qu'est-ce que les éléments plus formels peuvent récupérer de cette nouvelle réalité? Je pense aux lois, par exemple. La loi sur l'aménagement et l'urbanisme, ça fait des années dont on propose demande la réforme. C'était presque arrivé, puis il y a eu des élections. Bon, tout ça, là, mais il y a énormément de travail qui a été fait. Et c'est un terrain qui peut peut-être permettre, je ne sais pas, là, on ne peut pas instaurer dans l'article de la loi disant « se développera un sentiment d'identité métropolitaine ». Mais on peut peut-être définir des objets qui doivent faire l'objet d'une consultation selon certaines choses. Et peut-être c'est une vertu. Qu'est-ce que tu en penses, Marie-Odile? Micro. Dans le projet de révision de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, projet qui était rendu très loin et puis qui est mort au feuilleton parce qu'on a eu des élections. Dans ce projet, on insistait sur un certain nombre de dimensions. Par exemple, améliorer l'information, mais pas juste de l'information brute, mais de l'information un peu mieux organisée, un peu plus en amont. Ce projet de loi proposait vraiment que les élus expliquent la nature. Enfin, quand les conseils municipaux voulaient faire quelque chose, voulaient adopter un plan, qu'il y ait des documents explicatifs qui soient fournis par la Ville pour les citoyens, que le processus commence plus tôt en amont pour que les citoyens soient impliqués avant que tout soit déjà réglé. Et aussi, le projet de loi insistait sur les mécanismes de suivi. Et donc, ça veut dire que les plans devaient aussi comporter des outils d'évaluation de leur propre performance et rendre ça disponible aux citoyens. Alors, et ça rejoint la question de la capacité. C'est-à-dire, il faut que l'État ou les mécanismes formels prévoient des outils à la disposition des citoyens
ça revient à ton histoire d'études d'impact, des analyses à la disposition des citoyens pour qu'ils puissent suivre ce qui se passe. Donc, il y a cet aspect-là qui est intéressant. Par exemple, le PMAD, il y a eu un certain nombre de ces éléments d'innovation qui ont été introduits concernant la communauté métropolitaine. Elle doit adopter des outils de suivi. Par exemple, on parle aujourd'hui des tableaux de bord. Donc, le tableau de bord, c'est où en sont telle ou telle action qui sont prévues dans le plan, qui s'en occupe, où est-ce qu'ils sont rendus dans leur mise en œuvre. Donc, ça, c'est les tableaux de bord. Et des indicateurs aussi pour analyser la performance. Et il doit y avoir un rapport à tous les 2 ans. Obligatoire. C'est dans la loi. C'est déjà là. Pour le PMAD, pour ce chapitre-là de la loi, il y a déjà une amorce de réforme. Oui. Je souscris au point que tu as apporté, Marie-Odile. Je pense que c'est tout à fait intéressant, les avancées qui s'annonçaient dans le projet de loi. Et on espère que le projet de loi va être remis sur la table par le nouveau gouvernement. Mais peut-être pour maintenir mon scepticisme, je ferai référence aux bilans annuels que les commissions de la Ville de Montréal doivent produire, bilans qui sont effectués en public. Et donc, nous autres, on a suivi ça un peu dans le cadre de projets de recherche. Puis on s'aperçoit qu'il n'y a personne qui est là. Il y a pratiquement personne, premièrement, c'est-à-dire de citoyens. Il y a surtout des élus, quelques individus citoyens. Puis deuxièmement, les bilans qui sont faits ne sont pas de véritables bilans. On n'a pratiquement pas de données, d'indicateurs comme ceux que tu mentionnes pour être capable de dire, oui, mais vous aviez annoncé ça, vous ne l'avez pas fait ou vous l'avez fait, ça n'a pas donné les résultats escomptés. Donc, on est encore une fois renvoyé à la question de capacité de suivre ce qui se passe, capacité des administrations aussi de nous livrer l'information qui est nécessaire. C'est au niveau des commissions, c'est aussi au niveau du plan d'urbanisme. Le plan d'urbanisme qui a des obligations de rapport annuel, il nous donne le nombre de permis, des affaires de même, puis il ne nous donne jamais l'efficacité au niveau de la cohérence puis de la vision portée, projetée. Et c'est toujours plus facile de faire un bilan sur des actions ponctuelles que sur des idées puis des engagements. Alors, je ne sais pas. Mais peut-être que Dimitri nous a lancé la lettre D pour dialogue. Peut-être qu'il y a également des points de vue qui soient beaucoup d'expérience dans la salle ici. Et je ne sais pas si vous avez des éléments, des points à soulever, des expériences. Je pense qu'il y a ici des gens qui sont très, très au fait des enjeux, des défis de consultation à Montréal et dans d'autres villes aussi. Alors, je ne sais pas si la question... Micro, s'il vous plaît, allez au micro, comme ça, cette conversation pourra être partagée par voie électronique. C'est pour contact. C'est ça, oui. Merci beaucoup. Alors me revoici. Il y a tellement de choses que j'aimerais partager. J'essaie de restreindre ça en 5 minutes. Je crois qu'il faudrait peut-être réaménager l'ABC de la gestion d'une ville. Moi, ça fait 12 ans que je suis les actualités municipales à tous les niveaux. Et je suis un journaliste atypique parce que je suis partout. Je suis invité à la Chambre de commerce, je suis à l'IDU, je suis avec les promoteurs, je suis avec les groupes communautaires, je suis absolument partout. Je suis peut-être le seul individu qui réussit à passer comme une souris entre les lignes de front de tous les intérêts. Non, mais Dieu est partout aussi. Oui, c'est ça. C'est une bonne référence. Et je ne sais pas, on dirait qu'on a des gens qui se regardent en chien de faïence. On ne peut pas dire qu'il y a une bulle immobilière qui va éclater, et pourtant le mouvement Desjardins vient de dire via son économiste en chef qu'il y a une bulle immobilière qui va éclater, il y a une surchauffe.
On émet beaucoup trop de permis de construire, et notamment dans Griffintown. Je me suis fait chauffer les oreilles par certains édiles. Je pense que madame ici est contente. En tout cas, il y a une surchauffe, et on voit bien que les arrondissements vont chercher un surplus de cash flow avec l'émission de permis et de démolition et de construction, parce qu'ils ont une sous-dotation de la ville-centre. Et je les comprends, les arrondissements. Mais tu vois, il y a des dysfonctions. On a un surplus de condos au-dessus de 500 000. On a des unités en bas de 300 000, il n'y en a plus. On a des gens qui ont des capacités de payer des hypothèques de 1 200 par mois. Ça n'existe plus. Le salaire moyen est 1 600 brut. OK? Là, même des couples. Alors, bon, et même en disant le marché du condo de luxe va permettre d'arrimer un développement qui va suivre en cascade. Non, à un moment donné, ça va arrêter. Et cette bulle-là va éclater et ça va nuire aux arrondissements limitrophes et polymorphes. T'sais. Il faut rétablir le bureau d'urbanisme de la ville-centre. Il faut rétablir une vision de Montréal. Avant de parler du Grand Montréal métropolitain, la ville de Montréal ou l'île de Montréal, et je ne fais pas la promotion de Mme Harel ou de qui que ce soit, il faut revenir il me semble, à des principes de base. Et là, la vision va venir. On a des atouts considérables, on le sait. On n'arrête pas de nous dire qu'on a des atouts. On est assis sur une mine d'or. Comment se fait-il qu'il y ait tant de dysfonctions? Il y a des secteurs qui vont très bien, mais écoute, j'ai fréquenté à un moment donné à l'une de Souza, à Ville-Saint-Laurent. Je sais ce qui se passe là-bas. Je sais ce qui se passe dans le parc industriel. Tu sais, Air Canada, c'est pas ce qu'on nous dit. Ils ont layoffé la moitié de leur gens. Là, ils ont repris un peu. Je ne sais pas pourquoi, il y a un discours dans les médias, chez les édiles, chez une certaine classe d'affaires, qui dit toujours que tout va bien. Et moi, je ne vous dis pas que tout va mal, mais il faudrait peut-être qu'on ait des indicateurs précis et qu'on se redonne des moyens, un bureau d'urbanisme fort, central, comme dit Dinou, de remettre le plan d'urbanisme pas au goût du jour, mais le réactualiser. Et là, aller avec les transports en commun, pas nous faire un petit plan de transport cosmétique au centre-ville, mais quels sont les axes? À un moment donné, j'ai dit à un OCPM, pourquoi pas un PPU transport? Et là, monsieur, il y a un grand bonze de l'Université de Montréal qui m'a un peu donné une correction publique. Il m'a dit, voyons donc, on ne peut pas isoler la fonction transport. Et après, en catimini, il m'a donné raison. Parce que oui, pourquoi pas, à un moment donné, avoir un PPU strictement de transport, de réfléchir comment on peut amener nos gens de la Rive-Nord, de la Rive-Sud. Est-ce qu'on utilise l'emprise du pont Victoria pour faire passer un SLR ou un tram? Bon, mais qu'on ait une vision d'ensemble et qu'on puisse, une fois pour toutes, se donner un calendrier. Et Montréal pourrait faire comme Boston. À mon sens, la sœur jumelle de Montréal, ce n'est pas New York, c'est Boston. Et d'où, je vais conclure là-dessus, toujours l'idée d'un TGV ou un équivalent Boston, Montréal, Québec. Les gens de Nouvelle-Angleterre que j'ai contactés pour le magazine Force il y a 5 ans sont d'accord, sont prêts à embarquer. Il y aurait 80% du chiffre d'affaires qui serait couvert par les usagers américains. Et je pense qu'il y a vraiment des lignes de force, il faut aller les chercher. Il faut rassembler les gens, qu'on soit fédéraliste, indépendantiste, qu'on soit bleu, blanc, rouge. Oui, mais toi, j'essaye de prendre toutes les couleurs possibles. Là, je ne parle pas de mes caleçons, là, mais j'aimerais juste peut-être dégager de ça les notions. Comment est-ce qu'on est capable de discuter des enjeux qui sont très prospectifs? Tu sais, ce que tu décris, là, c'est l'agenda. La consultation publique, elle reçoit un ordre du jour qui est établi parfois par la société civile via les élus. C'est la question du pouvoir dont parlait Dimitri. Dans d'autres cas, on a le droit d'initiative qui a donné cette consultation extraordinaire sur l'agriculture urbaine. C'est pas formidable, ça, c'est fait ici, là. Mais sur des sujets qui sont plus complexes, mais qui sont essentiels. Là, on pourrait toujours dire, dans l'Antiquité grecque, Dimitri, il me semble, la notion de stratège, c'était un peu leur boulot d'essayer d'anticiper les choses qui pouvaient menacer la cité ou qui étaient des opportunités. Puis s'ils rataient leur coup, on les envoyait à l'échafaud. Bon, c'est peut-être une façon de perdre une partie. Le Drain Brain avait peut-être commencé avec ça, mais je trouve que c'est un enjeu très pertinent. Comment est-ce qu'on définit l'agenda de la consultation publique? Bien, je vais finir en disant qu'il y a Étienne Chouard en France, qui est très connu. Lui, il travaille beaucoup sur la démocratie grecque. Il parle du tirage au sort des élus. Bon,
c'est un petit peu fumeux comme théorie, mais ça se faisait dans l'Antiquité. Et moi, je me dis, moi, je ne tombe pas nécessairement dans l'idée de la démocratie participative trop directe, qui viendrait court-circuiter les jalons habituels, puis là, mêler les cartes. Mais il y a des endroits dans le monde où des fois, on a l'élection d'un député citoyen, tu vois. On garde la structure démocratique, mais on a un membre du caucus qui, lui, vient de la société civile. Ça peut être intéressant. Aussi, excusez-moi, le comité exécutif doit devenir transparent. Ça, c'est une urgence. Le comité exécutif doit devenir transparent et ça prend aussi un bureau des grands projets. En ce moment, il y en a un pour le centre, mais ça prend un bureau des grands projets. Donc, il ne faut mettre pas Montréal en tutelle, mais les grands projets en tutelle. Ça prend un bureau des grands projets qui va passer à la loupe. Combien ça va coûter? Qui va s'occuper de ça? Quelles sont les priorités? Il y en a déjà un peu, non? Un bureau des grands projets à l'échelle, non, à l'échelle métropolitaine, non, ça n'existe pas. Ah, métropolitaine, Ouais, d'accord. ouais. Mais certains diront, avec une autre lettre, le C, c'est le cynisme qui est proche de Michel, là, mais c'est qu'il y a tellement peu de profondeur chez nos élus que la transparence est très facile à obtenir. Voilà, c'est une blague. Merci. C'est pas pour le verbatim. Est-ce qu'il y aurait d'autres points? Peut-être, Anne, peut-être apporter à Janet le micro. Janet Sader de Saint-Lambert. Il faut parler dedans, par contre. OK. Moi, je vais essayer en français, mais si je change en anglais, s'il vous plaît, respectez ça. Je fais partie de la société civile à Saint-Lambert. On fait un regroupement présentement pour préserver notre aréna. OK. On a des problèmes parce que on a l'impression que les projets sont montés tout près, c'est un fait accompli et personne ne veut écouter nos suggestions. On a les architectes, on a les lettres de partout de Québec pour préserver notre aréna. Et vraiment, on dirait que c'est tout préparé d'avance. La démolition est préparée pour le mois d'avril. C'était imprimé dans le calendrier qui sortait le 1er janvier. On n'a même pas la permission de démolir encore, mais c'est déjà écrit là-dedans. Comment on va se battre? Est-ce que vous avez des suggestions pour nous? On travaille jour et nuit pour protéger notre, qu'est-ce qu'on appelle, notre et personne n'est là pour nous aider. On travaille jour et nuit, fin de semaine. Et vraiment, on a eu des consultations, mais il y a une consultation pour le centre de loisirs où on avait le choix de couleurs pour le corridor. C'est tout le choix qu'on était donné. Et on avait les consultations pour l'aréna. Les questions devaient être dans cette direction-là, mais pas cette direction-là. Comment on peut aller face à ces choses-là? Est-ce que vous avez des suggestions? Panélistes, avez-vous des suggestions? Nous, on aide, Mme Sader. Nous autres, on vous a aidé et on continue de le faire. Mais ça pose des questions. La question que vous posez, elle pose aussi la question, est-ce qu'on doit toujours avoir la consultation sur les méchants promoteurs? Notre habitude, ça a été de dire, le problème dans une ville, c'est les méchants promoteurs alliés avec les méchants politiciens. Mais des fois, c'est la façon dont on s'occupe des biens publics qui est aussi en cause. Comment ça se fait qu'on a des discours sur le développement durable puis on liquide un bâtiment qui pourrait durer encore 50 ans? C'est un peu ça aussi. Ce n'est pas juste des questions l'esthétique, c'est des questions plus fondamentales. Avez-vous des suggestions? Ce n'est pas une clinique de stratégie, mais le mot a été évoqué, la capacité stratégique. Un cas comme ça illustre quelque chose. C'est de l'argent du gouvernement qui finance cette démolition. C'est mon argent, excusez-moi, c'est mon argent. C'est mes taxes à niveau fédéral, provincial et municipal. C'est mes taxes. Et j'objecte. J'ai une question. Voilà. On ne va pas faire un tea party à soir, par contre, non, je vous préviens. Là. Non, mais... Dimitri et Michel. Moi, 2 points.
Premièrement, puis ça rejoint, je pense, ce qui a été abordé quand on a parlé de démocratie, de concertation. Je pense qu'une consultation, il faut que ça soit un rapport de force. C'est-à-dire que si ce n'est qu'une réponse à une obligation légale ou une obligation formelle, on va se faire avoir. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un rapport de force qui soit établi entre les participants et les décideurs. Si les décideurs réalisent que ceux qui se pointent en consultation sont capables de faire des liens, de mobiliser des gens lors des prochaines élections, ils vont réagir. Donc, premier point, rapport de force, je ne connais pas votre groupe, mais peut-être vous êtes trop isolé. Mon deuxième point, c'est quand intervenez-vous par rapport au temps du projet? Souvent, le projet, on vient vous consulter justement quand il s'agit de choisir la couleur du tapis ou des murs. Peut-être qu'il y a des étapes d'amont où il faut être présent. Puis, ce qui est tout à fait intéressant, on a parlé de Griffintown tantôt, il y a une consultation d'amont qui vient de prendre place pour essayer d'établir une vision avant qu'on soit rendu à se prononcer sur la hauteur de tel bâtiment qui va prendre place sur tel coin. OK, merci. Alors, il y a peut-être eu des étapes préalables, je ne sais pas si vous étiez présente, mais qui ont défini ce projet. On a l'impression que c'est déjà décidé qu'on arrive à la consultation. La question que je vais vous poser tout de suite est la consultation publique que vous avez faite allusion. Oui. C'était devant votre conseil municipal? Il y avait plusieurs conseils. C'était plutôt qu'est-ce qu'on appelle ça? Une commission de le conseil municipal? Non, c'était le general manager, qu'est-ce qu'on appelle ça? Le gérant. Le directeur général, excuse-moi. Oui. Et le maire était là et plusieurs de conseillers étaient là. OK. Mais Saint-Lambert n'est pas Montréal. Non, mais donc, c'est Saint-Lambert n'a pas un office de consultation publique comme Montréal. Saint-Lambert n'a pas un château de droits et responsabilités comme Montréal. Vous savez? Okay. Alors, il y a vos préoccupations principales. Je respecte vos préoccupations primaires, mais un des problèmes qu'on a sur l'île de Montréal et dans la région de Montréal est que les véritables instances de consultation publique, comme nous, on l'est ici à Montréal, ne sont pas généralisées à travers l'île et à travers la région. C'est très inégal. Donc, on vit dans un système très contradictoire. Rien ne vous empêche, avec les autres villes, à part de Montréal, ou à part et même à l'intérieur de le conseil d'agglomération, d'exiger que vous devez avoir les mêmes droits politiques que les Montréalais et les Montréalaises. Vous devez aussi avoir accès à un office de consultation publique, avec tous les droits et responsabilités que nous, on a comme citoyens de Montréal. Vous comprenez? Alors, vous êtes dans une situation dévantageuse dès le départ. Et les commentaires que Michel vient de dire sont tout à fait pertinents, mais il faut aussi reconnaître que vous êtes dans une situation très affaiblie. Et je dois dire, moi, je trouve très difficile à comprendre pourquoi il n'y a pas des citoyennes, des mouvements de citoyens à travers l'île de Montréal, d'obliger les élus de dire on veut les mêmes droits que les Montréalais et Montréalaises. Why not? Moi, j'avais compris que le système de consultation vient des lois de cité et ville. C'est pas vrai, ça? Oui, mais c'est très, comme Marie a dit, très bien indiqué. C'est pas très clair. Pas la même chose. Mais c'est surtout pas très développé. L'Office de consultation publique, ça fait partie d'un modèle montréalais qui s'est développé et qui pourrait être un modèle d'application métropolitaine. Quand le BCM, le Bureau de consultation, puis là, je pense qu'on est en train d'aller plus loin que votre demande, de votre question, mais c'est utile parce que peut-être que la semaine prochaine, c'est important qu'on dise qu'il faut qu'il y ait des mécanismes de consultation à l'échelle de la métropole, qui soient indépendants, qui soient crédibles, parce que quand on va se présenter devant nos élus,
ben, beaucoup de nos élus nous traitent d'une manière qui n'est pas respectueuse. Puis, ils nous posent des questions après la décision. Tu sais, c'est quand même ça. C'est un peu ça que vous posez comme question. Mais quand le bureau de consultation publique a été aboli, il y avait été question d'avoir une formule semblable à l'échelle de l'île de Montréal. Mais les élus ont refusé. C'est parce que ça a pris énormément de travail pour obtenir ces instances-là. C'est juste pour vous dire, ça demande beaucoup de force pour avoir le droit de parole. Ici. Divide and conquer. It's called divide and conquer. That's what they do. Je pense, Mme Lambert voudrait... Ron. Vous ne voulez pas intervenir? Bonjour. Donc moi, je vais me mettre ici. Je m'appelle Orban Yves et je tiens d'abord à préciser que je ne suis pas Montréalais de base. Je viens d'arriver depuis 4 mois, donc si je fais des fautes ou si je me trompe dans ce que je vais dire, je vous prie de m'excuser dès le début. En fait, je vais parler aussi de ce que je connais un peu de la Belgique, qui est quand même vraiment assez semblable à ce qui se passe ici au niveau de la consultation publique. Et donc, je me demandais si cette impuissance qui a été nommée plusieurs fois pendant la conférence n'est pas due à un système peut-être plus global. Est-ce que la consultation publique n'est pas, à l'échelle de ce que nous nommons démocratie, une résultante du fait que nous, citoyens, qu'on soit en organisation ou non, nous n'avons aucun pouvoir politique autre que le vote. Est-ce que c'est possible que la seule vraie valeur qu'on a, c'est une marchandise votante, que cette valeur-là, c'est-à-dire que l'élu qui est en face de nous n'a qu'un intérêt premier, c'est de se faire plus ou moins bien voir à un moment précis dans le calendrier électoral pour pouvoir être élu et ainsi de suite continuer sa carrière. Et du coup, en consultation publique, mais un peu à toute échelle de ce qui se fait dans la société, le citoyen se retrouve dépendant de ceux pour qui il a voté. Il n'a aucun pouvoir réel pour faire entendre sa voix, ou en tout cas pour faire entendre que celui qui a été élu fait mal son job et que donc il a des comptes à rendre. En tout cas en Belgique, ce n'est pas possible. Et surtout que l'élu n'a aucun... Il fait ce qu'il veut, enfin, quelque part, il n'a pas de compte à rendre, il permet pas de... On peut jamais... Le pire qui peut lui arriver, c'est de ne plus être élu. Et bon, on élira pour un autre, puis ça reviendra, puisqu'on n'a pas une mémoire. Donc est-ce qu'il n'y a pas fondamentalement, en début de chaîne, se demander si réellement cette démocratie et ce système de suffrage universel est celui qui nous permet, citoyens, de s'exprimer au mieux? Donc voilà. Vous parlez d'impuissance. Moi, je n'ai pas entendu ça ce soir. Impuissance il y a deux points. Premièrement, la question du système démocratique, c'est pas moi qui le dis, je ne sais pas quel auteur a dit ça, ou quel politicien, mais la démocratie, c'est un mauvais système, mais c'est le moins mauvais. Autrement dit, il y a plusieurs modèles alternatifs qui ont été examinés, mais qui ont tous des inconvénients. Et je pense que la consultation publique, justement, l'essor qu'elle connaît, c'est pour pallier les déficiences que vous venez de mentionner. C'est-à-dire qu'on élit des gens aux 4 ans, mais ils prennent des décisions à tous les jours, puis il y a des projets qui se suivent. Donc, on ne peut pas se prononcer à chaque fois par vote. Donc, des consultations publiques sont une façon de recevoir l'input citoyen. Donc, pour moi, il n'y a pas nécessairement d'impuissance. Il y a des effets relatifs. Dans certains dossiers, on va réussir vraiment à infléchir. Dans d'autres, comme celui que mentionnait Madame, on arrive, puis les dés semblent déjà piper. Alors, c'est pour ça que moi, je parlais de pensée stratégique. Peut-être qu'il faut s'assurer qu'on est capable d'être au bon endroit au bon moment, plutôt que de nous disperser comme la multiplication des consultations nous y invite actuellement.
Mais en tout cas, puis je pense que ça pose aussi la question, en tout cas, pour revenir sur ben, c'est plus qu'un dada, je pense. C'est sûr qu'il y a beaucoup de débats sur la démocratie représentative et l'importance de la démocratie participative, puis je pense qu'il ne faut pas sous-estimer les victoires qui ont été quand même gagnées par la mobilisation citoyenne dans beaucoup de cas. Le problème toujours, c'est que on est souvent en réaction. C'est-à-dire qu'on peut bloquer des choses. Et d'ailleurs, quand on bloque des choses qu'on considère qui sont malsaines sur le plan environnemental ou social ou culturel, là, les grands, en tout cas, les grands dirigeants économiques vont dire on souffre d'immobilisme. En tout cas, moi, je réponds souvent, si on s'en va sur un mur à 100 km de l'heure, un peu d'immobilisme, c'est pas nécessairement une mauvaise chose. Mais une fois cela dit, ça porte toujours l'enjeu de dire qu'au bout de la ligne, la démocratie politique réelle, est-ce qu'elle peut exister sans une démocratie économique? Ou est-ce que les citoyens peuvent avoir un plus grand contrôle sur l'économie et pas seulement sur les institutions politiques? Et à mon avis, et c'est pas pour rien qu'autant en Belgique qu'ailleurs que ces mouvements-là émergent parce que cette réalité est là. Puis c'est la même chose que ce soit le patrimoine. Combien de temps, dis-nous? Combien d'églises qu'il y a à Montréal qu'on va perdre, puis d'institutions, puis au bout de la ligne, on nous dit « Ouais, mais c'est pas rentable, on ne peut pas investir là-dedans, où est-ce qu'il y a le cash, etc. Oui. » Donc, il y a des enjeux. Il y a des enjeux qui sont beaucoup plus complexes que juste les consultations. Je pense qu'il ne faut pas sous-estimer l'importance de la consultation, ne serait-ce pour mettre en lumière des choses, ne serait-ce pour mettre la pression et aider à créer un rapport de force pour gagner des choses. Mais à l'ultime, c'est le droit d'initiative économique et le droit d'initiative dans le développement qui est vraiment ancré dans des processus démocratiques, à mon avis, qui vont... Bon, si Madame à Saint-Lambert pouvait dire « Crec, on va l'acheter », là, je pense qu'on réglerait le problème vite. Mais c'est toujours ça. Mais elle l'a déjà acheté. Je veux dire une chose, parce que Nancy a fait une remarque extrêmement importante. Notre capacité à Montréal, par exemple, est d'empêcher le pire, okay, de stopper certains crimes ici et là. Mais notre faiblesse est qu'on n'est pas suffisamment proactive pour vraiment améliorer le système politique. Ça, c'est notre grande faiblesse. Je vous donne quelques exemples. Le conseil de la ville de Montréal a 7 commissions permanentes sur lesquelles siègent les élus. Ils sont obligés par les règlements d'avoir chacun, parmi ces 7, d'avoir 4 sessions en public. They don't do it. On ne le fait pas. Et il n'y a pas une force politique, ni à l'intérieur du Conseil, ni de l'extérieur du Conseil, de dire pourquoi vous ne respectez pas votre propre règlement et pourquoi vous ne faites pas vraiment la publicité quand vous devez siéger en public, pour que le public est au courant que vous siégez en public. En tout cas, je peux continuer comme ça. Tu vois, alors, le défi devant nous tous est comment on peut être proactif, comment on peut demander des changements de fond et de les exiger et de les mettre en place. Ça, c'est pour moi la grande faiblesse de notre situation actuelle. Changer de système, c'est bien, mais on a aussi une capacité limite comme citoyen de passer du temps dans... C'est peut-être là, comment est-ce qu'on fait ça? Ça prend des organisations, des mécanismes. Comment est-ce qu'on, entre guillemets, qu'on finance? Puis moi, je ne parle pas juste de cash, il y a aussi le temps, l'investissement civil, bénévole qui est immense. Dans le domaine du patrimoine, c'est une capacité gigantesque par rapport aux autres secteurs culturels. Puis j'imagine que ce secteur culturel par rapport aux secteurs sociaux est très différent au niveau de ça. Mais pour le point de vue que vous apportez par rapport à la Belgique, votre question, nous, on a travaillé pour qu'il y ait un office de consultation publique pour qu'on arrête d'avoir des confrontations entre des citoyens et des élus sur des projets sur lesquels les élus ensuite devaient se prononcer. Parce que les citoyens allaient dire, toi, là, j'ai voté pour toi, il faut que tu me répondes à moi.
Et des fois, ça prend un peu de recul par rapport à des projets, d'où l'intérêt d'avoir des commissions indépendantes, des mécanismes indépendants. Comment est-ce qu'on les met en place? Le principe est simple, la réalité est plus complexe, parce que ça crée des devoirs sur tout le monde. Ça crée des devoirs sur les citoyens aussi, de se comporter, d'apporter peut-être une pensée avec un peu plus lointain. Ça crée des devoirs sur les élus de respecter ça. Puis, mais peut-être c'est le temps de voir comment le devoir n'est pas juste un devoir montréalais, ça peut être un devoir métropolitain. Je vous donne une analogie. Dans le domaine du patrimoine, il y a une idéologie générale dans la nouvelle loi qui est le transfert aux municipalités de beaucoup de choses. Mais il y a combien de municipalités qui sont capables de se payer un archéologue? Combien de c'est bien beau, Dimitri, de dire que ça prend un office de consultation publique de Saint-Lambert, là, mais franchement, une municipalité de 20 000 habitants ne vont pas se payer une machine comme ça, là. Ça devrait être un équipement coopératif. Métropolitain, il y a peut-être ces concepts-là à amener. Puis ça, c'est des choses sur lesquelles on ne peut pas les demander à une municipalité à la pièce parce qu'ils ne vont jamais réclamer les mêmes droits que les Montréalais. En passant, on a demandé l'office parce qu'à Montréal, on était soulagé du référendum. Et en utilisant ça, ça nous a donné la capacité d'aller chercher un mécanisme d'intelligence collective. L'office. Ce n'est pas suffisant, mais c'est déjà pas mal. Peut-être qu'on va se diriger graduellement vers les conclusions. C'est Michel qui aura la charge du dernier mot, la parole ultime. Mais je me demandais si Marie-Odile, si Nancy, Dimitri, avec d'autres points à ajouter avant qu'on conclue cette conversation. Marie-Odile. C'est clair? Ah, voyez, on est une société délibérante. Concordia salus, mais aussi verbus rimanent. Bon, écoutez, moi, une note positive, optimiste plutôt. J'ai été impliquée dans l'Agora métropolitaine de 2010. Je suis impliquée dans la préparation de l'Agora métropolitaine 2013. Ça fait une différence. Celle de 2010 a fait une différence et on ne peut pas la calculer, la différence. Mais je pense qu'on a aidé à implanter un mouvement collectif, pour reprendre l'expression, et un intérêt des groupes de citoyens à travers la région métropolitaine. Et cet intérêt des citoyens dans la région métropolitaine, ça a fait que le plan métropolitain, il ne faut pas l'oublier, qui risquait de ne pas être adopté, ou qui risquait d'être adopté avec l'opposition de toute la couronne nord, et donc une faible légitimité, bien, il a été adopté à l'unanimité. Peut-être un non, je ne suis même pas sûre qu'il a voté non finalement. Il est allé aux toilettes. Alors, et c'est parce que les citoyens ont dit, on en veut même un petit peu plus que ce qu'il y a dans le plan, mais au moins ce plan-là, on le veut, on veut qu'il soit adopté, puis on veut qu'il soit mis en application. Si les citoyens n'avaient pas dit ça, je ne suis pas sûre que le résultat aurait été le même. Et je pense même que le plan métropolitain est allé un petit peu plus loin. Pas des gros chambardements, on n'a pas tout changé le plan. Il était déjà un peu temps. Mais à la marge, on a fait augmenter des trucs. On a fait augmenter l'importance du transport en commun. On a fait augmenter l'importance des milieux naturels. On a fait reconnaître la trame verte et bleue. Donc, des trucs qui étaient un peu flous dans le plan, qui ont été un peu précisés. Et aujourd'hui, il y a du monde qui veut l'embarquer. Et je peux vous dire que l'Agora métropolitaine, il va y avoir 600 personnes, puis peut-être plus encore, parce qu'il y a un intérêt. Et comme il y a un intérêt chez les citoyens, comme il y a une mobilisation des citoyens, les élus commencent à comprendre que c'est un incontournable aussi. Et il va y avoir des élections en novembre
Et les élus vont s'en souvenir parce qu'on aura marqué le territoire, on aura mis notre pied dans la place et on aura dit aux élus actuels, au futur, c'est important, occupez-vous-en. Donc, moi, je ne suis pas pessimiste. Je pense qu'il y a des occasions, il y a des opportunités, il faut les saisir. Quand on travaille ensemble, ça peut donner des résultats. Tout est dit. Oui, c'est ça. Les gens qui n'ont jamais rien à dire, c'est toujours les meilleurs des fois. On vous remercie. On remercie le Centre canadien d'architecture, les panélistes, Nancy, Dimitri, Michel et Marie-Odile, pour cette conversation.